Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Salut chers auditeurs et auditrices de Radio Pays. Peut-être que certains d'entre vous ont reconnu cette musique d'intro de Nick Eggman, To Freedom, issue du film Deux Frères. Je te préviens, si tu me mords, je te mords. Ce film franco-britannique, avec en tête d'affiche Guy Pearce quand même, raconte l'histoire de deux jeunes tigres en Indochine, séparés dès leur plus petite jeunesse par des humains lors d'une traque. Tigrons qui connaîtront par la suite deux destins liés, le film dénonçant les nombreux abus et violences que l'homme est capable d'exercer sur des animaux sauvages. L'un étant entraîné comme une bête de combat dans le zoo d'un prince, l'autre battu et dressé dans un cirque. Ce film, personnellement, c'est un classique. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois petit, et aujourd'hui, lorsque je le regarde, je le vois d'un œil nouveau, forcément, comprenant enfin justement ces différents enjeux, parfois très politiques, racontés au travers de ce magnifique récit, accessible aux enfants donc, mais également aux adultes. En France, en 2021, la loi a décidé de donner 7 ans au cirque pour cesser l'utilisation d'animaux sauvages dans leurs spectacles. Une avancée majeure pour le respect des droits de nos amis les bêtes qui, on l'espère, n'est que le début. De leur côté, les zoos également soulèvent des critiques de la part d'une partie de la population, certains les estimant inutiles, voire même éthiquement contestables. Aujourd'hui, mais également la semaine prochaine, je vous propose de placer ces questionnements à l'échelle de la Guyane, en nous concentrant sur le zoo refuge de Guyane et le centre de soins qui lui est associé, SOS Faune Sauvage Antilles-Guyane, accompagnée par Margot Trémont, la directrice animalière du zoo. Elle va nous aider à répondre à la problématique du jour. Comment le zoo est-il devenu une pièce maîtresse de la recherche guyanaise ? Réveille-toi, cousin! On va au zoo! Ainsi donc, nous voilà de retour au zoo. C'est pas la première fois qu'on vient au zoo refuge de Guyane dans le cadre de ces chroniques sciences du Zoom. Souvenez-vous, l'année dernière, par exemple, avec le sujet sur les expérimentations de drones utilisés pour compter les quatas en forêt amazonienne, avec Christina Sanchez du parc amazonien de Guyane. Ou bien, plus récemment, de notre sujet sur la nage des serpents, avec le CNRS et Xavier Bonnet, qui faisait nager des serpents sauvages dans une piscine installée au milieu du parc dans un carbet pédagogique du zoo. On n'est jamais trop revenu là-dessus, mais le zoo de Guyane, en fait, j'en entends très souvent parler dans les discussions autour des différents projets de recherche, quand je prépare des chroniques. Et plus particulièrement, évidemment, quand on touche donc à des thématiques en lien avec des animaux. Et pour cause, le zoo est au centre du tissu de recherche guyanais, que j'aime bien appeler de temps en temps le Guyane Scientific Universe. Parce que si on pouvait comparer le milieu de la recherche en Guyane au film de Marvel, le zoo, ce serait un peu un film Avenger, un peu comme la station de Nourac d'ailleurs. Un lieu où de très nombreux chercheurs sont passés, faisant la connaissance du zoo, travaillant avec, et les impliquant même dans leur méthodologie, puis également dans la publication de leurs résultats. Il y a 3 gros piliers réglementaires pour les parcs zoologiques en France. Donc c'est la pédagogie, la conservation et la recherche. D'accord. En fait, on est censé participer activement à ces 3 piliers-là. C'est obligatoire. Et sur la recherche, on essaye au maximum de fournir tout ce qu'on peut, que ce soit en termes de données, d'infrastructures, de connaissances, de partenariats techniques, de logistique, de tout ce qu'on peut pour participer à la recherche sur, en général, plutôt effectivement la faune guyanaise. Pas convaincu ? Laissez-moi faire un petit récapitulatif des projets passés récemment. Alors, on a évoqué l'utilisation des drones du PAG pour les quatas, un autre projet de recherche qui a lui aussi utilisé le zoo pour une expérimentation scientifique en lien avec de l'échantillonnage, un projet donc de l'OFB cette fois qui cherchait à faire des tests autour de la bioacoustique, avec des enregistreurs spécialement conçus qui dans le projet avaient pour objectif de faire du recensement ornithologique de certaines espèces bien précises, donc ornithologique pour les oiseaux, donc par exemple le hocco. Un autre chercheur qui est passé, qu'on a déjà évoqué précédemment et qui aura sûrement sa chronique dédiée bientôt, c'est Jérémy Lemaire, qui travaille sur le recensement des pollutions aux métaux lourds en faisant des prélèvements sanguins chez les crocodiliens, comme le caïman gris. On a aussi Max Ringler, universitaire autrichien spécialisé sur les Halobates femoralis, des grenouilles guyanaises qui passent régulièrement au zoo, également à la station des Nouragues. Et si on regarde même vers le futur, il y aura bientôt prochainement une étude qui devrait arriver lorsque le dispositif de l'expérience sera prêt. Une étude donc du CNRS qui s'intéresse à la force des mâchoires des mammifères et notamment des félins et qui pour cela est donc en train de concevoir un appât qui devrait être mordu le plus fort possible, par exemple par le jaguar du zoo. Le but c'était de
fabriquer un dispositif dans lequel on va être capable d'introduire un renforcement positif, plus l'animal force et plus le renforcement est grand. Pour ça, il faut bien connaître ces bestioles, déjà pour leur apprendre qu'il faut mordre ça, et ensuite pour leur apprendre à mordre de plus en plus fort, il faut connaître quel aliment est le plus apprécié, et ça change d'un individu à l'autre. Des expériences, comme on peut le voir, il y en a donc un tas. Mais se pose alors la question, mais qu'est-ce qui pousse la chercheure à venir ici ? Bon, la réponse elle est toute simple, hein. Enfin en tout cas la première réponse, peut-être que vous l'avez déjà deviné, le zoo tout simplement peut servir de véritable bac à sable pour les chercheurs. On parlait tout à l'heure des quatas étudiés par drone avec le PAG. Bon, suite à ma chronique, que je vous invite à réécouter pour voir les différents résultats déjà qui avaient eu lieu au début, depuis il y a d'autres tests qui ont eu lieu au zoo et qui ont fait remonter encore plein d'éléments qui ont permis d'améliorer la démarche, de l'éprouver dans un milieu proche de la réalité du terrain, mais plus accessible et surtout totalement sous contrôle. Écoutez donc. Les attelles à face rouge, par exemple, la dernière fois, moi j'avais déjà essayé un drone avec mes animaux et je savais qu'ils apparentaient ça à un nid de guêpe et je sais que ça leur fait peur et du coup je leur avais déjà dit vous descendez pas en dessous de 50 mètres parce qu'à partir de 50 mètres ça leur fait peur. Et du coup je leur avais dit mais en milieu naturel est-ce que tu as pensé à ça? Et elle m'avait dit non et en fait moi je l'avais déjà testé plusieurs fois et après j'avais essayé des bruits de nid de guêpe à côté et tout pour voir si c'était vraiment ça et effectivement on a d'autres animaux qui avaient peur du drone parce que même à l'oreille humaine en fait ça ressemble vachement parce que le nid de guêpe je le savais avant qu'ils arrivent mais alors un moment de nuit on regarde, je vois l'empreinte thermique, pour moi il y a 2 attelles. En fait il n'y avait pas 2 attelles, il y avait un seul attelle. Le problème c'est que on s'est rendu compte que la fourrure du dos et la fourrure du ventre c'est pas du tout la même, ils ont quasiment pas de poils sur le ventre. Sur le dos ils ont une grosse moumoute et en fait le dos est froid, le ventre est super chaud et toute la fourrure qui est sur la face dorsale elle refroidit grave le singe et toute la partie où il y a la peau qui est quasiment à nu c'est très chaud. Et en fait le singe était assis, il a une queue qui fait 90 cm et il avait la queue avec la paume vers le ciel. Donc en fait on voyait 2 taches, donc on était sûr que c'était 2 attelles et en fait c'était un attelle et la partie ventrale de sa queue. Le zoo a également d'autres avantages. Par exemple, il peut s'intégrer dans la démarche scientifique des chercheurs, parfois de passage, qui sont à la recherche d'un appui logistique et humain lors de leur phase de récolte de données sur le terrain. Par exemple, Xavier Bonnet justement a pu intégrer dans la liste de ses dérogations pour travailler sur les serpents l'ensemble du personnel du zoo qui l'a aidé lors de ses manips et lors de sa recherche de bêtes à faire nager. Sans oublier la possibilité qui lui a été offerte de monter en plein milieu du zoo son dispositif, sa piscine pour l'expérience autour de la nage. Enfin, quelque chose qu'il faut rappeler, qui est très important, qui est à la base de la démarche du zoo refuge, le respect évidemment du bien-être, malgré tout des pensionnaires, évidemment. Le GEPOG, on a mis des balises sur les ibis, parce qu'ils ont fait une étude sur les hérons agamis à Caux. Et en fait, du coup, ils voulaient tester les balises, parce que les balises, c'est des petits harnais, comme des petits sacs à dos, qu'ils mettent sur les oiseaux. Et le problème, c'est que ils voulaient savoir si c'est pas trop serré, si ça les gêne pas pour voler. Parce que le faire sur les ibis du zoo, si on voit que ça les gêne, on les prend et on les enlève. En milieu naturel, vous pouvez tuer un animal comme ça. Donc en fait, c'est pareil. Même le fait que les animaux là soient mis à la disposition en respectant évidemment toujours le bien-être des animaux, moi je le fais généralement quand on attrape les ibis pour faire ça. J'en profite pour les attraper, les vermifuger, les compter, faire un examen médical. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de toute façon une fois par an. Et sur la vie des animaux du zoo, moi je m'arrange toujours pour minimiser le stress un maximum. Par exemple, les ibis, j'ai pas attrapé les ibis pour le GEPOG. J'ai fait en sorte que le GEPOG vienne au moment où j'attrape les ibis. Et ajoutons à cela qu'en plus, de nombreux pensionnaires du zoo sont des animaux pays. Pays, mais il y a quand même une limite. Certains sont des espèces guyanaises, d'accord, mais sont tout de même nés en captivité, ce qui implique de gros changements morphologiques et comportementaux, des modifications qui doivent être prises en compte par les chercheurs lors de la réalisation de leurs recherches, lorsqu'ils se basent sur des animaux du zoo. On va revenir d'ailleurs sur notre exemple du PAG. Mais le zoo refuge, c'est dans son nom, sert également de nouvelle maison pour des animaux sauvages, recueillis trop jeunes pour être lâchés, car habitués à l'homme dès leur plus jeune âge ou apportés au centre de soins blessés, avec un besoin de rééducation lourd et donc des séquelles permanentes qui vont empêcher leur remise en liberté. Et cette remise en liberté, justement, ce sera le sujet de notre prochaine chronique, qui se concentrera sur le 3e pilier d'objectif du zoo refuge de Guyane, la protection à travers le rewilding. Préparez-vous, chers auditeurs et auditrices, à suivre le trajet hors du commun d'une loutre géante guyanaise, un chemin qui va la mener loin de ses terres pour le bien de son espèce. Voilà, chers auditeurs et auditrices, en quoi le zoo refuge de Guyane s'intègre dans les recherches scientifiques locales. On se concentrera donc la semaine prochaine sur la partie refuge et recueillement d'animaux du zoo, à travers SOS Faune Sauvage Anti-Guyane. J'espère, chers auditeurs et auditrices, vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.